Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle chronologie marvelienne où une fois de plus je vais essayer de faire de ma voix suave et nacrée un bilan de ce qu'il faut retenir de l'année 1980. C'est à cette époque que Marvel profite du développement des librairies spécialisées pour multiplier ses publications et la Maison des Idées va diffuser entre 31 et 35 titres par mois, mais aussi des magazines pour lecteurs plus âgés, tels Epic Illustrated, sans oublier des titres de vente directe, c'est-à-dire des BD exclusivement vendus en librairie spécialisée, comme par exemple Dazzler, ou Moonlight. De nouveaux titres paraissent, allant de Marvel Fanfare au nouveau format des graphic novels. En 1980, Marvel est toujours dirigé par Jim Shooter, pendant que Stan Lee supervise depuis Los Angeles un certain nombre de séries et de films pour la télévision. En plus de la série The Incredible Hulk, un deuxième téléfilm consacré à Captain America est en préparation. Ah là 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 là, j'ai pas envie de vous en parler. Je pense que il faut vraiment avoir un esprit dérangé pour faire ce genre de film. Revenons plutôt à la BD en parlant du 200e numéro de The Amazing Spider-Man, un épisode durant lequel Peter Parker est confronté au cambrioleur qui a tué son oncle, et que nous avons pu lire dans Strange numéro 155 en novembre 1982. Portant beau le Fibromo Show, Madame Web fait aussi son apparition dans The Amazing Spider-Man numéro 210. Il s'agit d'une mutante aveugle qui a des pouvoirs télépathiques et de voyance, qui va découvrir l'identité secrète de Spider-Man. Un récit que nous avons découvert également en France dans le Strange 165 de septembre 1983. Autre pointure de Marvel, Captain America roucoule avec Bernie Rosenthal dans Captain America numéro 248. Un récit publié chez Haredi en 1984 dans L'Homme Dragon. Oui, le Captain n'est pas coincé, il a une vie sexuelle. Un régal, puisqu'au dessin c'est John Byrne. Dans Captain America 250, le peuple, en mal d'éducation civique et politique, va carrément demander à Captain Milky Way d'être candidat à la présidence des États-Unis. Je vous ai compris! Le Captain refusera et quelques années plus tard, le peuple se retournera vers Trump. Oui, je sais, le raccourci est quelque peu oiseux. Là encore, c'est Haredi qui nous fait découvrir cet épisode iconoclaste dans Captain America, le mercenaire et le démon en 1985. En mai 1980, David Michelinie et Georges Pérez nous présentent le maître de corvée dans The Avengers 195. Ce mec encapuchonné est tellement capable d'imiter les aptitudes physiques qu'il observe qu'il met une méga branlée aux Vengeurs. Rien que ça. En parlant de mec à capuche, le luisant chevalier de la Lune, qui avait débuté dans Werewolf by Night numéro 32 en 1975, obtient son propre titre intelligemment appelé Moonlight. Ah, 1980, c'est l'année de l'Empire contre-attaque, le must de la saga de la Garde des Étoiles. Et c'est l'occasion justement de parler de Hulk dans l'espace, puisqu'en décembre de cette année, il va se frotter aux UFOs. Il s'agit d'un groupe de connards cosmiques qui désirent acquérir les mêmes pouvoirs que les 4 Fantastiques en se faisant bombarder de rayons cosmiques, enfin ce genre de conneries. Bruce Banner leur sauve la vie dans The Incredible Hulk numéro 254, mais les UFOs s'attaque à lui, prétextant qu'à cause de son intervention, il serait devenu encore plus puissant. Ce qui confirme le dicton « Fais du bien au vilain, il te chiera dans la main ». La transition est toute trouvée pour vous parler de la cousine de Hulk, Jennifer Walters, qui devient Miss Hulk dans The Savage She-Hulk numéro 1 en février de cette année. Stan Lee a créé cette version féminine de Hulk, de crainte que les producteurs de la série télévisée prennent les devants et de facto en possèdent les droits. Bref, il ne voulait pas se faire graisser le toboggan. Universal avait déjà fait le coup avec Super Jenny, inspiré de L'Homme qui valait 3 milliards, la série adaptée elle-même du roman Cyborg de Martin Cady. Contrairement à Hulk, Jennifer garde toute sa tête quand elle voit rouge, pardon je voulais dire quand elle voit vert. Elle est aussi moins forte, mais bon, elle peut quand même déchirer de l'acier à main nue, ce qui n'est pas une mince affaire. Nous avons pu lire la naissance de Miss Hulk dans Artima Color à partir de 1980, et je vous invite à aller voir la superbe vidéo de mon ami JRM sur le sujet qui nous a régalé une fois de plus avec une analyse pertinente et super concise. Quand on voit sa démonstration, c'est comme Maxwell, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais Marvel n'a pas fait que dans les super-héros, puisqu'en mars 1980, la Maison des Idées publie King Conan numéro 1. Il s'agit des aventures de Conan, devenu roi d'Aquilonie. De même, durant ce même mois de mars, Marvel lance Epic Illustrated numéro 1 pour tenter de rivaliser avec Heavy Metal Magazine, qui propose des histoires pour adultes produites par des artistes européens. L'originalité de cette entreprise consiste à rémunérer les auteurs sous forme de royalties plutôt qu'à la page. Je crois qu'il y a eu 34 numéros, parmi lesquels on pouvait lire les histoires de Barry Windsor Smith, Jim Starlin et j'en passe. En France, c'est Haredi qui
qui a publié cette délicieuse collection à partir de 1983. J'en ai quelques-uns et je les trouve trop beaux. Mais regardez-moi ça, ces belles couvertures stylées, c'est aussi beau qu'une jeune fille nue face au couchant de l'Adriatique dans une douceur vespérale d'une fin d'été romantique. Oh mais j'ai rien compris ce que t'as raconté là. Enfin, terminons cette modeste démonstration en parlant de mes chouchous à moi, les X-Men. À partir de janvier 1980, Chris Claremont et John Byrne nous offrent dans The Uncanny X-Men 129 le début d'un arc narratif en 9 parties consacré à la saga du Phénix Noir. On y voit comment Jean Grey est corrompu par le pouvoir du Phénix. Dans une première version, Phénix va subir une lobotomie psychique, mais Jim Shooter désire carrément la mort du Phénix. Il faut dire qu'après ces génocides interstellaires, il était difficile moralement qu'elle s'en sorte comme si de rien n'était. La première fin est visible dans Saga X-Men numéro 17, publié par Semic, mais l'ami Florent Bull et son accent chantant en a très bien parlé dans l'une de ses vidéos. Sans oublier le poteau Jérôme depuis sa caverne d'outre-Atlantique, qui a également consacré une vidéo sur le sujet. Allez voir leur résumé, ils sont précis et clairs, pas comme certaines notices de chez Ikea. La saga se termine dans X-Men numéro 137 avec la mort de Phénix, épisode qui changera à tout jamais les X-Men puisque les ventes de leur série vont entrer en compétition avec Spider-Man et Star Wars pour la première place des ventes chez Marvel. Bien entendu, je ne vous fais pas l'affront de vous dire que nous avons pu lire cette saga entre le spécial Strange numéro 28 et le numéro 33. Bah non, ça sert à rien, ça sert à rien. Ce numéro 129 des X-Men nous présente pour la première fois le Club des damnés avec Sébastien Shaw et Emma Frost. Oh, you touch my tra-la-la. C'était la page 26 du spécial Strange numéro 28, regardez, c'est là. En février, The Uncanny X-Men numéro 130, que nous avons pu lire dans spécial Strange numéro 29, nous fait découvrir la lumineuse Dazzler, une mutante qui transforme les ondes sonores en rayons destructeurs. Jouant sur la vague disco, Marvel introduit cette jolie fille dans l'aventure des X-Men. Au dessin, c'est Beau Derek qui inspire John Romita Jr. Il était prévu à l'occasion qu'un film sorte sur Dazzler, mais il n'a jamais vu le jour. En tout cas, Dazzler obtient dans la foulée son propre titre, et le lectorat séduit permet à Marvel de vendre 428 000 exemplaires du numéro 1, ce qui est pas mal. Voilà, une fois de plus, je n'ai pas pu être exhaustif sur l'année étudiée, mais j'ai quand même pas mal défriché ce qu'il y avait à dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour évoquer l'année 1981. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, mes loulous. À bientôt les geeks!